d'une idée sur l'origine de l'idée arabe. En fait, c'est l'interpellation d'un ami à moi qui sort du même moule de la francophonie tunisienne et qui me dit avec un naturel, mais nous sommes des Arabes, c'est incontestable. Euh, vous voyez un gars francophone de Tunisie, disons avec lequel je partage beaucoup de choses, l'école, l'éducation, le langage, la communication, les valeurs, enfin plein de choses, qui me dit une chose avec une certaine certitude, nous sommes naturellement des Arabes. alors, alors comment est-ce que je vais lui répondre? Mais je dois répondre avec l'histoire. Je dois montrer le hold-up, à quel moment il a été fait, à quel moment est-ce qu'on s'est identifié à l'identité arabe. Est-ce que dans l'histoire, les Nord-Africains ont été désignés comme des Arabes? Non, non. On a été désignés, écoutez, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais si je reviens au VIe siècle, comment il s'appelle enfin, j'ai oublié un rhéteur, on dit un rhéteur grec, mais c'est pas un rhéteur grec, c'est un rhéteur d'expression grecque, alors que lui, il est de Sirte. De Sirte, ça veut dire de l'actuelle Libye. Donc c'est un auteur qui parlait le latin, mais ce n'est pas un auteur latin, qui lui s'appelait, je m'excuse, je n'ai pas noté le nom, Flavius Coron. Bon, j'ai oublié. Et donc lui a parlé du peuple des morts. Et il a parlé plus précisément du peuple des Massiles. Et les Massiles, c'était les gens au teint cuivré. C'était les Noirs. Enfin, c'était pas les Noirs, c'était les gens au teint cuivré. Et on ramenait l'origine des morts d'Éthiopie, d'Érythrée. Donc nous serions venus d'Érythrée et nous avons le teint foncé. D'autres auteurs arabes du IXe siècle, j'ai oublié le nom, je m'excuse, Al-Kawadi et Abdelhamid, eux ont parlé de l'origine berbère de Palestine. De Palestine. Et on vous dit dans ces textes arabes de l'année 848 que les Berbères ont été vaincus par le roi Goliath, qui n'est autre que Goliath, El Jait, enfin, excusez-moi, je parle de mémoire, donc je n'ai pas pris de notes, mais dans ces notes historiques, on vous parle des Berbères comme un peuple de Palestine qui appartenait au roi El Jait, Hajjak, je crois, mais si j'ai oublié le nom, qui n'est autre que Goliath, qui ont été vaincus par David et qui se sont réfugiés en Afrique du Nord. Donc dans cette époque byzantine, dans cette époque de Carthage byzantine, les étrangers étaient les barbares, les tribus barbares. Ce n'étaient pas les Byzantins. Les Byzantins, c'était supposé être les gens romanisés, qu'on appelait donc les Roums. Donc les Roums, c'est les Nord-Africains. C'était les habitants romanisés d'Afrique du Nord. Et à cette époque, ils considéraient barbares les tribus des Laguatans, les tribus qui n'avaient pas de maison, les tribus nomades. Et il y a plein de récits sur toutes ces tribus qui sont considérées comme les envahisseurs. Donc vous voyez, donc déjà, dans l'époque byzantine, c'est le VIe siècle. Lorsque Carthage a été prise par les Byzantins en 533, donc eux, les Byzantins, ne se considéraient pas comme des barbares ou comme des étrangers, mais ils considéraient les tribus, disons quoi, les tribus nomades comme des barbares, comme des étrangers. Eux, non, se considéraient comme la continuité de l'Empire romain, même si leur capitale était à Constantinople et non plus à Rome, puisque Rome avait décliné depuis longtemps. Et donc, Constantinople vient s'opposer au pouvoir vandale de Carthage. Les Vandales, c'est qui? Les Vandales sont des gens du Nord, qui se sont établis à Carthage dans les années 465, je crois, enfin, juste au moment de la mort de Saint Augustin.
Encore là encore, quand vous voyez Saint-Augustin, c'est un auteur chrétien, mais c'est un nord-africain. C'est-à-dire que le nom ne doit pas fausser. Donc la littérature, la culture a repris de toutes ces cultures, et on vous dit que c'est un auteur latin, mais c'est un nord-africain. On vous dit que c'est un auteur grec, mais c'est un nord-africain. Par exemple, si je vous parle uniquement, je vous cite l'exemple de Zelzis. Zelzis, c'est quoi Zelzis? Le nom de Zelzis n'est autre que Georgius. Et oui, c'est un reste. Mais il faut inclure toutes les cultures, il faut les ramener à leur idéal sur le plan de l'intellectualisme, de la culture mondiale, de l'universalisme, et non pas de l'appartenance d'un auteur à une religion ou à une culture. Je vous ai dit la dernière fois, les Grecs, c'est pas la Grèce. Les Grecs, c'est une culture. C'est la culture, c'est une langue d'expression. Les auteurs parlaient grec depuis les Phéniciens et jusqu'au VIe siècle. Vous voyez bien, on parle encore grec dans le sud tunisien. Donc, vous voyez que voilà, j'étais perturbé par la mobilette. Donc, la culture est grecque, mais ça concerne des Nord-Africains. Alors, la société du VIe siècle, puisque c'est celle-là dont on parle et qui est une période très très intéressante, en fait, nous avons quel auteur? Ah oui, Procope. Je ne sais pas si c'est Procope, peut-être que je me trompe. C'est Procope qui parlait d'invasion étrangère, je m'excuse. C'est pas Coripus, c'est plutôt je m'emballe dans les mots, je m'excuse. Procope, voilà, qui lui a parlé des guerres de Justinien. Là encore, Justinien est un homme qui a été, glorifié, sanctifié par l'Église catholique. Mais c'est un grand criminel de l'histoire. C'est un grand criminel de l'histoire. L'Afrique du Nord en sait quelque chose. Tout le VIe siècle a été bousculé par des guerres. Il nous a mené une guerre complètement inattendue. Il a décidé d'envahir la province de Carthage, qui était la province la plus riche, qui était à l'époque tenue par les Vandales. Et donc on ne s'y attendait pas du tout, parce que les relations étaient correctes, courtoises. Et subitement, Justinien Ier débarque à Kapudvada et il envahit l'Ifriqiya. Et bon, je vous ai fait une page sur les Vandales et la fin des Vandales. Vous pouvez la retrouver. Mais à la suite de ces invasions de Justinien, nous avons eu toute une série de guerres, de batailles qu'on appelait les guerres morts, les guerres des Massiles. Et les guerres des Massiles, c'est notre fameux poète, notre rhéteur qui nous a laissé une trace historique qui s'appelait, je vous disais, je ne sais plus, ça commence par un Coripus, oui, Flavius Coripus, voilà. Flavius Coripus de Syrte. Syrte, c'est la Libye. Donc c'est un auteur libyen. Mais il écrit en grec. Et donc lui nous a laissé un témoignage de ces guerres berbères, de ces guerres des Massiles, comme lui le dit, ou cette guerre des morts. Les morts, ce sont les gens au teint cuivré. Or, la réalité, c'est que la société ifriqienne à l'époque ne se distinguait pas en fonction de nationalité ou des origines, mais en fonction du mode d'habitat. Il y avait ceux qui habitaient les cavernes, les troglodytes, qui avaient un nom. Vous pouvez retrouver toutes ces informations dans mon livre, parce que là, je ne peux pas les reprendre oralement si je n'ai pas noté, parce que je parle un peu de manière improvisée. Et en fait, on distinguait les gens des villes, c'était les gens romanisés qu'on appelait les Roum. Les Roum qui a donné plus tard Romi, les gens de Rome. C'est romanisé. Et ce n'étaient pas des Italiens, c'était des Tunisiens, si on peut dire, avec la géographie d'aujourd'hui. Mais ce sont des citadins. Vous voyez, on distinguait la société avec les gens qui habitaient les villes, les gens qui habitaient la campagne, les gens qui habitaient dans les grottes. C'était les maisons troglodytes, ils ont un nom, je pourrais le retrouver. Et les gens qui n'ont pas de maison. Et cette structure, cette description sociale que l'on retrouve au VIe siècle
chez un gars comme notre fameux Rhetter. On va la retrouver 1000 ans plus tard chez Ibn Khaldoun, la même analyse sociale. Et Ibn Khaldoun ira plus loin puisque ce mode d'habitat établit un niveau de civilisation. Un niveau, c'est extraordinaire comme pensée. Et c'est là où Ibn Khaldoun a fait toute sa théorie du déclin de civilisation et du cycle des civilisations pour que les civilisations reprennent. C'est-à-dire que les gens se sont battus pour avoir un statut, et puis après ils vivent comment dire, dans la doléance, et ensuite c'est le déclin, et il faut que les sociétés se ressaisissent, et c'est uniquement dans la douleur que les sociétés se reprennent, les idées que l'on retrouve chez Wagner. Donc vous voyez, ce sont des analyses historiques que l'on a attribuées à Ibn Khaldoun, et pourtant 1000 ans avant Ibn Khaldoun, on a fait une description sociale de cette manière. Donc Ibn Khaldoun a juste analysé l'évolution sociale des civilisations. Mais la même base, du même mépris pour ceux qui n'ont pas de maison, etc. Donc mon sujet c'était l'arabisme. Donc vous voyez qu'au VIe siècle, au tout début on a parlé des morts, et même cette conception n'est pas unie puisqu'on distinguait les gens des villes, les gens des cités, les gens des montagnes, voilà. Et ils avaient des noms. Et donc l'Afrique du Nord était habitée par des populations selon leur mode de vie, et ils avaient un nom. Voilà. Voilà, de parenthèse en parenthèse, je vais très loin. Donc ça c'était le VIe siècle. Donc l'idée arabe, bon, ensuite nous avons eu au 8e siècle, on ne parlait pas encore d'arabe, on parlait d'islam. On parle de population islamisée. Pourtant, ces gens-là venaient de Bagdad. Donc la culture arabe des Aghlabites. Parce que là, il va y avoir une grande faveur pour la migration, de nouvelles migrations. Donc une migration d'Orient. Et là, c'était au nom de la culture arabe, et il va y avoir des oppositions et des guerres même entre berbères et arabes. Et malheureusement, la connaissance historique ne connaît pas assez bien cette époque. Enfin, on pourrait l'étudier. En tout cas, il y a des questionnements très intéressants. Donc, l'arabisme, il vient quand? Donc, les Byzantins, c'est Constantinople. Constantinople, c'est Istanbul. Donc, vous voyez que nous sommes beaucoup plus turcs avec la géographie d'aujourd'hui que arabes. Et donc, l'Empire ottoman, disons que l'influence turque, elle est passée sous les Byzantins au VIe siècle, au 7e siècle, jusqu'à la chute de Carthage. Ensuite, nous avons une petite influence arabe. Ensuite, nous avons eu les Hilaliens qui, eux, viennent réellement du Hejaz, c'est-à-dire de l'Arabie. Ce sont des tribus qui ont déferlé sur l'Afrique du Nord au XIe siècle. Et 12e, 13e siècle, on commence plus à parler de religion musulmane. Donc c'est pas les populations, c'est plus l'appartenance ou l'adhésion culturelle. Et l'Afrique du Nord va tomber de nouveau sous le pouvoir ottoman à partir du XVIe siècle, plutôt XVIIe siècle pour la Tunisie. En tout cas, Tunis tombe en 1574, et on peut dire qu'à partir de 1591, parce qu'il a fallu toute une longue période de réadaptation, et donc on peut avoir une dynastie des Dey uniquement en 1601, donc au XVIIe siècle, on commence par être, je ne dis pas l'Empire ottoman, mais en tout cas les Dey, quoi. Et ensuite c'est l'Empire ottoman qui domine en Tunisie. Et là encore, j'aurais pu vous faire tout le récit, la Tunisie a toujours, enfin la Tunisie, entité géographique, a toujours voulu être indépendante de la puissance ottomane. Et ça, c'est depuis l'Empire byzantin. Vous savez que sous Byzance, on a eu des expéditions de Carthage contre Constantinople pour prendre le pouvoir. Et qu'on a failli, enfin on a voulu provisoirement, en tout cas on l'a fait en 618,
faire la capitale de l'Empire romain à Carthage. Personne ne le sait. Eh bien, 618, il y a un des souverains a voulu faire de Carthage la capitale de l'Empire romain, puisque Rome était déchuée depuis longtemps, Byzance était en crise avec les Bulgares, avec les tribus, les invasions barbares, etc. Et donc, Carthage avait subi aussi de grandes violences et les guerres, les guerres morts, la guerre des Massiles, ou plutôt la guerre des Berbères. Moi, je préfère parler de la guerre des Berbères, c'est plus juste, parce que les morts, c'est pas cohérent. Parce que c'était des populations qui ils n'étaient pas tous ils n'étaient pas tous teintés de peau, quoi. Ça n'a pas de sens. Donc les morts, oui, c'est une désignation, mais c'est pas les populations d'Afrique du Nord. Dans l'Afrique du Nord, il y avait des appartenances tribales, des appartenances de royaumes qui étaient plus mêlées au mode d'habitat. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux parler des guerres berbères, parce que les mêmes berbères faisaient alliance et se battaient entre eux. Allez, je vous ramène encore à mon bouquin, ou alors sur ma page Facebook, j'ai fait un petit extrait, comme ça vous donne une idée de ces guerres berbères. Il est plus juste de parler des guerres berbères, qui ont été cruelles. Elles ont été très très dures. Elles ont épuisé l'Afrique du Nord. Et donc ça c'est au VIe siècle. Et au VIIe siècle, on a eu un souverain dont j'ai oublié le nom, qui est parti à la conquête de Constantinople et qui a voulu faire de Carthage la capitale la nouvelle capitale de l'Empire romain en 618. Donc je vous donne la date. Vous pouvez approfondir les recherches si vous voulez. Alors, donc l'influence ottomane, elle est là. On la voit avec les Byzantins au VIe siècle. Une phase, une parenthèse avec les Arabes, les invasions étrangères, mais on peut ajouter les invasions de l'Ouest. Parce que nous avons subi les invasions de l'Est, mais il y a aussi l'Ouest, qui sont tout aussi importantes. C'est celle des Moravides, des Moades, c'est-à-dire des gens qui nous viennent de l'actuelle Mauritanie, qui viennent de très loin, de l'Adrar. Et donc ce sont des campagnes qui nous viennent d'Espagne aussi, donc l'influence hispanique des deux rives, de l'empire des deux rives, de la Méditerranée, de l'actuel Maroc, Algérie et Espagne, etc. Donc on a eu aussi un mouvement, et plus tard, on va avoir une reconquête nouvelle des Ottomans, d'abord sous les Dey, ensuite les Ottomans et les Tunisois, donc les régnants de Tunis, ont toujours veillé à être indépendants, même sous l'Empire ottoman, ils ont toujours... Et un des souverains qui a voulu être indépendant, c'est le souverain Ahmed Bey, en 1843, si je ne me trompe pas, 1846, mais je pense que c'est 1843 ou 1844, le Bey Ahmed se rend en France et il rencontre le souverain français de l'époque qui était, je crois, Louis-Philippe. Il rencontre le souverain Louis-Philippe et il est en pleine admiration avec la culture française. Et Ahmed Bey, au retour, décide de couper avec l'Osmanli, la langue osmanli, donc la langue des beys, ce qui était une sorte d'ottoman, une sorte de turc. Eh bien, il coupe et il y a l'idée de nation arabe qui commence à naître et Ahmed Bey dit on ne va plus parler l'osmanli, on va parler la langue du peuple et lui-même parler la lingua franca. Il va négocier, il va parler avec le corps diplomatique en lingua franca, une langue métissée qui se rapproche de l'espagnol, de l'italien, du latin, de l'arabe, vous diriez du maltais, du sarde, du sicilien, une langue qui a aujourd'hui disparu. Donc peut-être certaines traces sont restées chez les Maltais, mais sinon c'est une langue qui a disparu. Je vous ai dit la dernière fois, vous pouvez vous référer aux études de Jocelyne Dachlier ou alors lui poser des questions. C'est une personne très très gentille et très disponible. Elle pourrait, pas passer sa vie à faire des études, mais en tout cas elle peut répondre à des questions. Et donc cette langue, cette lingua franca qui a disparu, elle s'est réincarnée peut-être dans le maltais, peut-être, hein, je n'en sais rien. Mais nous, elle a disparu en Italie. Elle est disparue. Pourquoi? Parce que les Sardes et les Siciliens
ont abandonné leur langue et pris la langue italienne dans cette volonté nationale. Et les Tunisiens, pareil, ils ont fait pareil, ils ont abandonné la langue vernaculaire, comme dirait-on, pour adopter la langue arabe officielle, Arabia Fosha, qui est exprimée par notre cher président. Donc voilà, ça c'est la langue nationale. Et on ne peut pas leur dire qu'on ne comprend pas, sinon on va paraître pour des analphabètes. Donc on préfère se taire, on ne dit rien. Mais c'est la langue nationale et la radio, la TV, les débats parlementaires, tout ça à l'époque se passait dans cette langue officielle qui permettait d'évacuer le discours politique. Et ce qu'on peut dire qu'avec la Révolution, un point positif de la Révolution, c'est qu'on a réintroduit le dialecte, même à l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale s'est mise à parler une langue plus proche du peuple, et donc plus compréhensible, et donc plus critiquable, et donc plus démocratique. Mais c'est extraordinaire. Donc un des points forts de cette révolution tunisienne, c'est de ramener la langue, notre langue, sur le lieu du pouvoir, dans le lieu de décision. Parce que vous imaginez que les décideurs parlent une langue que vous ne comprenez pas, et ils peuvent prendre toutes les décisions qu'ils veulent, et c'est une catastrophe, hein, d'un point de vue légal, etc., 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 etc. Donc je vous disais que la rupture avec la langue arabe a commencé avec Ahmed Bey en 1843, après sa visite en France. Il est revenu tout épanoui, et il a voulu moderniser le pays, et quelque part, il est à la source de la faillite du pays, puisqu'il a commencé à investir, parce qu'il avait de l'argent. Nous étions une régence qui thésaurisait beaucoup, pardon. Donc on avait beaucoup d'économies, donc lui il s'est dit, j'ai les moyens de pousser mon développement. Malheureusement, les années 1850 vont être plus difficiles, et on va dépenser beaucoup trop d'argent, et surtout avec la guerre de Crimée qui va vraiment... La guerre de Crimée, Ahmed Bey ne voulait pas participer, ne voulait pas y aller, mais il a été influencé par ses conseils, dont le Khaznadar et je crois le Khaireddin Beja, qui eux, Khaznadar en tout cas a été influencé par les Français et Anglais, qui avaient intérêt à ce qu'on attaque la Russie, et donc dit oui, soutenez votre souverain pour participer à la guerre de Crimée. Et la guerre de Crimée, on a donné du matériel, on a donné de l'équipement, on a envoyé des soldats, on avait des morts, donc le retour a été catastrophique, et on n'a pas eu le retour en développement. Et pour continuer dans cette voie, on a fait appel au crédit, d'abord avec l'agent Ben Ayed, et puis plus tard avec le crédit international, et c'est ce qui va nous pousser dans les fameuses crises de l'endettement, des révoltes sociales de 1864, de l'endettement et de la faillite du pays en 1871, et voilà, bon, vous connaissez l'histoire de la Tunisie. Enfin, j'espère. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc l'arabisme a commencé avec Ahmed Bey, et il va être soutenu par Napoléon III. Napoléon III, lui, va parler de royaume arabe. Mais pourquoi, d'après vous, Napoléon III parlait de royaume arabe? Pourquoi? Oui, ouais, en Algérie, enfin, la Tunisie, le royaume arabe d'Afrique du Nord. D'abord, les Nord-Africains recherchaient une identité, donc ils ont rompu avec l'Ottoman, et cette voie a été soutenue par Napoléon III. Pourquoi? Parce qu'il faut morceler la Turquie, il faut affaiblir la Turquie, il faut évacuer la Turquie. La France était opposée à la Turquie. Écoutez, sous François Ier, il y a eu des bonnes relations, etc., etc. Mais la Turquie veut s'imposer dans ces pays d'Afrique du Nord au nom de la religion, et elle n'hésite pas à le faire. En fait, elle protège son empire sous l'idéologie religieuse. Elle dit, et depuis longtemps, c'est pas nouveau. Ça a commencé déjà sous Charles Quint. Donc cette volonté de vouloir reprendre... Vous savez, Justinien Ier voulait reprendre sa place en Afrique du Nord pour la religion chrétienne.
Et l'Afrique du Nord se distinguait et ils se disaient, non, non, nous on n'est pas comme vous. Vous êtes monophysiste, nous on est duophysiste. C'est-à-dire la nature du Christ. Pour vous, Dieu est un. Il est Jésus, il est Dieu. Mais pour nous, les Nord-Africains, Jésus, Jésus c'est deux. Il y a l'homme et il y a le Dieu. On ne peut pas mettre dans la même peau le Christ, enfin la personne du Christ et la personne divine. Qu'est-ce qui se passe? Je perds okay. Ah, c'est le bon, écoutez, excusez-moi, je rigole. Oui, ça fait peut-être rire que moi, mais bon, allez. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'en étais. Oui, il y avait un conflit déjà. Constantinople jouait sur la fibre religieuse pour reconquérir l'Afrique du Nord. Et plus tard, lorsque Constantinople va devenir musulmane, eh bien c'est pareil. L'Empire ottoman va vouloir s'imposer sur toute la Méditerranée au nom de la religion musulmane. Et bon, ils vont même amener des tendances nouvelles de la religion et des ruptures et des guerres religieuses en Afrique du Nord qui sont très courantes, etc. Voilà. Donc Napoléon III, donc cet empire ottoman, il perd les pédales partout. Il perd de la place. Avec Charles Quint, il a commencé déjà à perdre il a perdu Oran, il a perdu Mers el-Kébir, il a perdu Alger en 1518. Il est en train de perdre du terrain. Non, je me trompe peut-être dans les dates, mais enfin, c'est pas grave. En tout cas, il perd du terrain et il revient à la reconquête d'Alger en 1518. Il revient à la conquête de Tripoli en 1561, il revient à la conquête de Tunis en 1574, et puis il installe une dynastie des Dey à Tunis, dirigée par les Tripolitains. Et puis les Dey, bon, vous savez, ils vont régner une centaine d'années, et ensuite nous aurons la dynastie des Beys. Et à chaque fois, l'identité religieuse s'impose au nom de l'autorité, avec malgré tout des conflits, des guerres civiles qui sont tues, et bon, que l'histoire peut mettre en valeur. Alors, Napoléon III, lui, parlait de royaume arabe, parce qu'il veut, bien sûr, diminuer cette influence ottomane, cette influence des Turcs, et les Anglais vont jouer pareil. Donc le précurseur, sans doute, c'est Napoléon III, mais Napoléon III perd la guerre franco-allemande avec la guerre franco-allemande avec les Prusses, hein, donc en 1571, il est prisonnier de guerre, donc c'en est terminé avec son règne, mais l'idée est reprise par les Anglais. Comme il faut continuer à morceler l'Empire ottoman, eh bien, les Anglais font pareil et vont développer l'idée arabe, l'idée de nation arabe, mais là maintenant, pas en Afrique du Nord, mais plutôt en Irak, en Arabie Saoudite, donc la révolution des Séoudes, c'est révolution arabe contre l'Empire ottoman. Donc c'est toucher la fibre de l'arabisme pour envoyer balader les Ottomans, en tout cas décrisper, comment dire, décentraliser leur pouvoir, affaiblir le pouvoir ottoman, et le pouvoir ottoman n'est que plus agressif puisqu'il perd ses pouvoirs un peu partout. Un peu partout, en Palestine, en Syrie, en Irak, et parce qu'il y a des enjeux pétroliers. Il y a des enjeux très importants. Et voilà, donc voilà l'origine de l'arabisme. Et alors depuis quand les Tunisiens se déclarent arabes? D'abord, je dois dire une chose, hein, c'est que j'aime pas dire les colons, mais les Français d'Afrique du Nord qualifient les indigènes d'arabes. Donc, vous voyez, on les appelait arabes. Donc, il y avait une erreur linguistique, mais qui va constituer l'unité, en tout cas la conscience arabe. Donc, les Nord-Africains vont finir par se dire, ah ben si nous on est des Arabes, c'est que vous n'êtes pas des Arabes, donc vous êtes des étrangers. Et donc, ça légitimait le combat de l'indépendance, d'autant qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne sait pas assez, mais les Égyptiens ont beaucoup contribué au mouvement d'indépendance parce que l'Égypte était vraiment le moteur de l'idéologie arabe, de l'identité arabe avec la Syrie, donc c'était la nouvelle puissance,
Et ils vont beaucoup jouer dans le processus de la décolonisation. Et lorsque les pays vont avoir leur indépendance, ils vont se déclarer arabes. Et le premier d'entre eux, la Tunisie. La Tunisie, dans son article 1er de la Constitution de 1957, elle déclare que nous sommes un État arabe, en tout cas de langue arabe. Alors, langue arabe, c'est quoi? C'est la langue des livres ou c'est la langue du peuple? Et oui, hein, il n'y a pas eu de débat, hein, il n'y a pas eu de discussion. Avant l'indépendance, il y a eu des discussions pour savoir quelle langue parlaient les Tunisiens. Il y a eu des débats dans lesquels Bourguiba a participé. Vous voyez? Et c'est bizarre que... Et pourtant, ces débats n'ont pas avancé vers le développement d'une langue nationale. Donc ça a été abandonné. Et au moment de la Constitution de 1957, avec une facilité, on a adopté l'article 1er comme quoi la Tunisie est un pays arabe de religion musulmane. Et on ne bouge pas de là. Il n'y a pas une critique historique, il n'y a pas... Pourtant, dans notre langage tunisien, quand on dit arabe, c'est toute la crasse du monde l'arabe. فهمت العوج الكل نسموهم بالعربي فهمت حاجه مش باهيه عربي معناتها حاجه. Et pourtant, au niveau de l'identité, le mot il est très positivé, sans jamais avoir d'autocritique. Et je crois que cette façon d'adopter la langue arabe comme langue officielle, qui se distingue de la pratique quotidienne que vous avez en famille, à l'école, dans la rue, dans vos amitiés, dans vos relations internationales, dans vos études, vous vous rendez compte? Vous étudiez en anglais, en allemand, vous communiquez en italien, vous parlez en tunisien avec les différents dialectes. Et au niveau de la langue officielle, ça devient l'arabe. Mais l'arabe officiel, avec une structure grammaticale complètement différente. Ce n'est plus verbe, sujet, complément, adjectif, etc. Ça devient mot trisyllabique, origine du mot, et il faut toujours revenir à l'origine pour créer des mots nouveaux. Enfin, c'est une langue assez difficile, certainement une langue de poésie ou de culture, ça je veux bien, mais dans un côté pratique, si vous voyez l'anglais, par exemple, l'anglais est une langue très pratique, il n'y a que les mots essentiels. Donc vous pouvez baragouiner avec les 3 mots essentiels et vous faire comprendre. Vous n'êtes pas d'accord? Voici mon avocat. Enfin, j'ironise un peu, mais c'est pas Bismillah Rahman Rahim, glorieux à l'homme des hommes, avant de commencer à dire ce que l'on va dire. Non, c'est pas si vous n'êtes pas d'accord, mon avocat il est là. C'est-à-dire, allons au fait. Qu'est-ce qui se passe? Ouf. Ah, c'était ça. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de lumière. Ah oui, je n'avais pas le câble. Voilà. Donc, l'arabisme, enfin, moi je n'hésite pas à vous le dire, c'est une invention. Et en 2014, il y a des gens qui ont posé des interrogations par rapport à cet article 1er. On les a évacués des coulisses. Ne parle pas, non, n'évoque pas ce sujet. Et ils ont prévu un article comme quoi on ne pouvait jamais changer cet article 1er. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on se rattache à une identité, quoi que tu le veuilles. Et c'est pour ça que je vous parlais de mon ami qui sort du même moule que moi. Et pour lui, c'est naturel. Nous sommes des Arabes. Et non, nous ne sommes pas des Arabes. Nous sommes d'abord des Tunisiens. Nous sommes d'abord des Tunisiens. Qu'est-ce que c'est que des Arabes? Ça existe, ça? Il y a le monde arabe, oui. Nous appartenons au monde arabe. Oui, nous appartenons au continent africain. Oui, nous sommes des Méditerranéens, mais il ne faut pas nous résumer. Arabes, Donc tout à l'heure, je vous disais que les coloniaux nous appelaient Arabes, et donc ça nous a renforcé dans notre identification arabe. Et puis après l'indépendance, avec une facilité sans débat, sans discussion, on s'est déclaré comme ça. Et je crois que une source du sous-développement vient de là. Parce qu'autrefois, vous savez, quand on a une culture bilingue, on se réfère au texte. S'il n'existe pas, eh bien on se réfère au texte français, au texte d'organisation. Et les textes français, on peut facilement aller vers les textes anglais. On fait sur des textes d'organisation, de structure. Alors, comment ça se passe?
Mais quand vous adaptez l'arabe exclusif, vous vous référez à quoi? Au seul livre saint, au Coran. Que dit le Coran? Donc au lieu d'avancer sur un terme d'organisation banale, pour une association, pour un syndic, pour un code du travail, je ne sais pas, pour des règles d'hygiène, de machines, d'usage des machines, de circulation de la route, etc. La seule référence devient le livre saint. Non. Que dit le règlement intérieur dans tel truc? Ben, c'est facile quand on est bilingue de réadapter. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça que vous savez, parfois je critique automatiquement ici. Mais en fait, les Tunisiens ne connaissent rien d'autre. Ils ne savent pas qu'un système peut fonctionner. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que dans d'autres pays, il y a des méthodes d'organisation. Ils ne savent pas, ils vivent qu'en Tunisie. Donc la loi dit ça, la loi qui date de 1956, ou de 1953, enfin, qui a eu le temps d'évoluer, par exemple, dans les pays européens. Et encore, donc il y a des interprétations de la loi, mais il n'y a pas eu d'évolution. Donc, sur une simple organisation, on ne sait pas s'organiser. Et le pays se dégrade. Alors, on va me contredire, on va me dire, ouais, mais pour le Covid, on a été capable d'adopter des méthodes. Attendez, pour le Covid ou pour les visas, vous adoptez des méthodes sur la pression des pays occidentaux. Parce que si vous ne coopérez pas, il va y avoir des conséquences. Donc ils vous imposent des réglementations pour ne pas que la maladie s'étende. Donc, ils nous imposent des réglementations lorsque les Européens sont concernés. Mais lorsque ça concerne que les Tunisiens et les Africains, hier on fêtait la fête de l'arbre. C'est bien gentil, vous plantez un arbre aujourd'hui, dans 150 ans, il sera beau, il sera magnifique. Mais aujourd'hui, on a des arbres de 150 ans qui sont détruits par des abrutis, sans aucune punition. Et ils ne sont pas sanctionnés. Donc vous voyez, il y a toujours une marque entre ce que l'on veut et la pratique. Mais ça passe par la langue, ça passe par la communication, ça passe par le travail rédigé, c'est inévitable. Donc vous voyez, quand vous abandonnez une langue, vous n'imaginez pas toutes les conséquences que vous abandonnez par après. On ne va pas remplacer l'arabe par le français par l'arabe, non. Il faut rajouter le français. L'arabe, on peut le garder. Il faut le garder d'ailleurs. Je veux dire, mais il ne faut pas enlever le français. Il ne faut pas enlever le français. C'est pour ça que, bon, aujourd'hui je parle en français parce que j'ai plus de facilité pour aller au fond des idées. Et parfois j'ai peur qu'en tunisien on ne me comprenne pas très bien. Voilà. Donc l'idée de l'arabisme, c'est une invention, c'est une création, c'est un idéal qui est né dans les années 20, l'idée de nation arabe, mais on n'a jamais été unis. Tous les pays du monde arabe ont des systèmes politiques différents. Vous allez de l'Arabie Saoudite, au Koweït, Abu Dhabi, l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Libye. À chaque fois, vous trouvez un système politique différent. Qu'est-ce que vous voulez faire, cette unité du monde arabe? Oui, ça aurait été une belle ambition d'avoir, vous voyez, les États-Unis arabes. Vous voyez, franchement, c'est une belle idée, hein, je ne le nie pas. Tout comme aujourd'hui, les pays européens, comme ils ont perdu leur empire colonial, ils essayent de faire une Union européenne, ils essayent de se rassembler. Tout comme l'Amérique, elle est puissante parce que là, c'est les États-Unis d'Amérique. Tout comme la Russie, elle est deuxième puissance mondiale, c'est parce qu'elle a un vaste espace avec des républiques et des nationalités. Donc la Chine aussi. Aujourd'hui, je crois que la Chine est la première puissance mondiale parce que c'est un espace qui intègre tous les territoires chinois. Donc l'ambition, pareil pour l'Afrique, pour le monde arabe. Oui, moi, si j'avais vécu cette époque, probablement que j'aurais soutenu l'idée des États-Unis d'Arabes. Malheureusement, et les Arabes depuis Ibn Khaldoun le disent, ils ne se sont jamais entendus, mais ils se sont entendus sur une chose. La seule chose sur laquelle ils se soient entendus, c'est de ne jamais s'entendre. Bon, c'est un dicton qui est très très connu. Et voilà, malheureusement, nous n'avons pas réussi à... Enfin bref.
Voilà, donc l'arabisme, il faudrait qu'un jour les Tunisiens, parce que les Tunisiens, c'est des grands porteurs de l'idéologie arabe, hein. Même si, si ce n'est que du blabla, mais ils sont en première ligne, hein. Euh, même en Algérie, en Algérie, si le clame, vous allez dans le pays, le paysage linguistique, il est très francophone, hein. Attends, le gouvernement parle d'une manière, mais le pays parle d'une autre manière. Par contre, en Tunisie, tout est arabisé. Tout est arabisé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le paysage audiovisuel, il est arabe. C'est mêlé à. Ça veut dire que même Lévi Strauss, vous voyez, il faut l'écrire en arabe. Vous voyez, c'est une tendance à l'égyptienne. De toute façon, la Tunisie est en pleine admiration de l'Égypte pour le moment. Et voilà, moi je pense qu'il faut se distinguer. Il faut développer cette identité tunisienne, ouverte, comme elle a toujours été, et d'intégration, pour intégrer les différences dans une évolution. Il ne faut pas avoir peur de l'évolution, elle peut être très positive. Il faut penser à ceux qui nous apportent du positif, il ne faut pas penser à ceux qui nous yerdemna, qui nous enterrent, qui nous mettent sous le sol, non. Donc voilà. Donc mon idée c'était de parler de l'arabisme. L'arabisme est une idée nouvelle. Si Napoléon III, qui était un précurseur du royaume arabe d'Afrique du Nord, il parlait de l'Algérie, mais la Tunisie aussi était concernée, c'était bien sûr une manière de diminuer l'influence turque en Méditerranée. Et cette voie va se continuer beaucoup avec les Anglais. Les Anglais vont carrément créer, comment dire, comment il s'appelle, j'ai oublié, le mec très connu, hein, l'espion là, qui a fait qui a créé une unité de sabotage de nations arabes en Jordanie, une armée arabe, vous vous rendez compte. Tout ça, ça a été fait pour diminuer l'influence ottomane. L'influence ottomane et ramener la Turquie à Atatürk, d'une république. Et voilà, donc cette république a essayé de... Elle était en faillite aussi, elle était en difficulté, elle était dans la gabégie, le désordre. Tous les pays ont un mauvais souvenir de l'Empire ottoman. L'Empire, lui, il puisait sur les ressources, mais il n'était pas capable d'apporter de richesses. Et je crois que tous les royaumes sous souveraineté turque se sont plaints de cette domination, de ce désordre, etc., et de cette brutalité aussi. Donc ils sont connus pour la brutalité. Ils commandaient des assassinats de souverains, par exemple. Voilà, enfin, je vous ramène encore à des épisodes de l'histoire de Tunisie. Ils ordonnaient, voilà, tel bey qui n'est pas suffisamment obéissant, ben, il faut l'étrangler, lui et sa famille et ses enfants, pour qu'il n'y ait plus de succession de cette zerrea, ouais, vraiment à exterminer totalement. Eh bien, les Turcs, les Ottomans, pardon, les Ottomans l'ont fait. Et donc l'idée arabe, elle est née inconsciemment de cette volonté de détériorer l'empire ottoman. Alors l'idéologie arabe n'a pas réussi, donc revenons dans nos bottes, de petits pays, et puis essayons de trouver nos ressources pour nous entendre, et puis de là, allons vers le voisinage, et bien sûr la coopération qu'il ne faut jamais lâcher. Coopération avec les pays, essentiellement avec les pays européens, absolument, hein, c'est vraiment notre faire-valoir pour le développement. D'un point de vue organisation, il n'y a pas que la richesse, hein, il n'y a pas que l'argent. C'est vrai que la richesse, vous pouvez la trouver dans les pays d'Orient, mais le développement, les idées, le culturel, c'est quand même, c'est plutôt vers le nord qu'il faut regarder. Il ne faudrait pas perdre ce capital. Voilà, j'ai peut-être parlé un peu longtemps, mais il y a des sujets sur lesquels je serai inarrêtable. Voilà. Voilà, je vous dis au revoir peut-être. J'ai même pas envie de vous dire au revoir. J'ai pas dit Sbahir depuis ce matin. Je suis tout seul. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu fais ces vidéos? Alors je l'ai fait parce que demain je pourrais peut-être pas les faire. Je crois qu'il y a des idées, du bagage, j'ai pas de pouvoir. Et je trouve qu'il y a des choses à dire. Et donc comme j'ai eu une contradiction de mon très cher ami, pur francophone de Tunisie, vraiment, je vous ai dit, on sort du même moule.
on est tunisien, mais on maîtrise on est francophone de Tunisie, vous voyez, c'est-à-dire que. Et bien, il me dit, on est arabe. Et il le disait avec beaucoup de conviction, mais j'ai pas eu le temps de le contredire. Vous voyez bien, il me faut 1 heure pour essayer de le contredire, et je ne sais pas si je réussirai à le convaincre. Donc il faut du temps. Et comment stimuler ce type de débat? C'est pas possible. C'est un peu zémourien, hein, parler de quelque chose. Mais bon, malheureusement, nous, on n'a pas de TV, on n'a pas. Donc c'est pour ça que je le fais sur Internet. Peut-être que ça peut stimuler la discussion, et je le fais aujourd'hui parce que peut-être que demain je ne pourrai pas le faire, ou je n'aurai pas l'esprit à le faire parce que les idées évoluent. Moi-même, je passerai à autre chose. Donc, vous voyez, mon ami, lui, il travaillait en Tunisie, francophone, travaillait en Tunisie, c'était très dur pour lui. Je crois que il a eu ses diplômes en France, et puis il est revenu au pays, il a travaillé, et il a été sauvé par une femme qui est venue, qui s'est amourachée de lui, et elle lui a donné ses papiers, il est parti avec elle en France. Et mon cousin, par contre, qui lui aussi est du même moule que moi, francophone de Tunisie, lui aussi s'était amouraché, enfin une femme s'était amourachée de lui, mais ça ne devrait pas être la solution quand même. Quand même, on n'est pas obligé de se faire amouracher par une Française pour partir en France, quand même. On peut rester être tunisien et francophone et vivre en Tunisie, être en liaison, vous voyez. Et donc mon cousin, lui, c'est une Française qui s'est amourachée de lui, mais à l'époque, vous savez, les Djerbiens, on est trop communautaire. Et à l'époque, c'était pas accepté, quoi. Et le gars ne s'est jamais marié. Donc il est resté francophone de Tunisie. Et vous voyez, si vous aimez les citoyens de ce pays, il ne faut pas faire d'impasse sur les gens. Il faut laisser la place à tout le monde. Voilà, parce que vous ne vous rendez pas compte que cet article premier, il est source comment dire, d'hémorragie sociale. Toutes les minorités ont quitté le pays essentiellement à cause de cet article premier. Mais une hémorragie sociale. Et on le sent beaucoup moins, mais le membre de la société tunisienne, lui aussi, il quitte. Pourtant, ils ont le confort, ils ont la richesse, mais la culture n'y est pas. Comment pouvez-vous vivre dans un pays où il n'y a pas de culture? Bon, aujourd'hui, à l'Internet, on peut investir. Mais ce pays doit avoir un ancre. Il doit avoir un ancrage culturel francophone. Et celui qui ne veut pas, il n'a qu'à faire de l'arabisme pour lui-même. Je veux dire, à nous d'être tolérants avec les machins, quoi, hein, les masqués. C'est à nous de dire, bah écoutez, c'est leur choix, et de même qu'eux doivent nous tolérer. Enfin, moi, j'ai du mal à les tolérer. Enfin, c'est... Bon, allez, j'ai commencé à dire des bêtises maintenant. Allez, je vous dis ciao, ciao. Je ferai peut-être une vidéo tout à l'heure en langue tunisienne, parce que je parlerai de Djerba. Ça va? Allez, ciao, ciao.